Bonjour, donc aujourd'hui nous allons continuer à présenter les différents concepts associés au moteur thermique. Et donc nous avons réalisé pour l'instant 2 capsules vidéo. La première a traité une analyse descriptive et fonctionnelle. La seconde a commencé à traiter la deuxième partie concernant les différents systèmes des moteurs diesel et essence. Et en l'occurrence, au niveau des systèmes principaux, nous avons traité la dernière fois le système de carburation et le système de démarrage. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre ces différents systèmes en traitant le système d'allumage-combustion et le système de distribution. Après, une autre capsule, une quatrième, vous sera donc réalisée et transmise et celle-ci est relative au système auxiliaire, à savoir le système de lubrification et de refroidissement. Donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la partie 2, et notamment le système d'allumage-combustion et le système de distribution. Donc, pour ce faire, nous allons rappeler les différents objectifs que nous souhaitons atteindre, ainsi que les compétences associées, à savoir la connaissance du rôle du circuit électrique d'allumage et de combustion, la connaissance des différents organes de ce même circuit, la connaissance du principe de la synchronisation du mouvement du vilebrequin et de l'arbacane, la connaissance des différents organes liés à la distribution et enfin la maîtrise du calage des moteurs thermiques. Donc les moteurs sont classés généralement en 2 catégories suivant la technique d'inflammation du mélange carburant-air. Et nous pouvons citer 2 variantes, à savoir les moteurs à allumage commandé, ce sont les moteurs à essence, et les moteurs à allumage par compression, ce sont les moteurs diesel. La fonction globale du système d'allumage, à savoir que ce dernier doit assurer 3 fonctions. La première, c'est augmenter la tension de la batterie allant de 12 volts à 10 jusqu'à 15 kV, de distribuer la haute tension dans chaque cylindre, bien sûr dans l'ordre suivant, 1, 3, 4 et 2, et puis produire un arc électrique. Comme présentation de ce système d'allumage, et notamment celui qui est classique, ce dernier doit produire un arc électrique dans chaque cylindre en fin de compression pour enflammer le mélange air-essence. Pour obtenir une étincelle à ce moment précis dans chaque cylindre, le système d'allumage utilise l'énergie électrique de la batterie. Et donc on aura une transformation de la tension de la batterie qui est obtenue par un transformateur appelé bobine. La distribution et le déclenchement des étincelles sont réalisés par l'allumeur, qu'on appelle aussi distributeur, et puis enfin, la production de l'arc électrique va être assurée par la bougie. Donc, notre système d'allumage doit jouer une fonction qui est la transformation de l'énergie électrique haute tension en énergie calorifique ponctuelle suffisante pour déclencher la combustion pour chaque cylindre, et cela à un instant qui est précis du cycle donc du moteur. Donc on a des sorties et des entrées principaux, des entrées secondaires qui régissent le système d'allumage. Donc l'allumage est l'amorce de la combustion de l'essence dans un moteur à explosion. Pour s'enflammer, le mélange air-essence, qui est maintenant un gaz qui est contenu dans le cylindre, doit subir une élévation de température, servant à porter une partie de sa masse au-dessus de sa température d'inflammation TI 380 degrés. Sur les premiers moteurs, on utilisait une lame de platine qui est chauffée au rouge par un brûleur. Sur les moteurs modernes, on utilise plutôt une bougie électrique. Et donc l'inflammation du mélange air-essence est générée par un arc électrique qu'on appelle étincelle qui jaillit entre les électrodes d'une bougie d'allumage positionnée dans la chambre de combustion. L'énergie calorifique dissipée par l'étincelle élève localement la température de
du mélange et provoque ainsi son inflammation depuis la partie ou la petite zone proche de la bougie qui, après, génère la combustion dans le cylindre. Donc, en termes de composants du système d'allumage, on a le composant essentiel qui est l'allumeur, celui qui va augmenter la tension, qui va la transmettre vers les bougies. On a la bobine, généralement, qui, elle, va convertir les 12 volts en 10 et 15 kilovolts. Et donc, il va transmettre sa tension vers l'allumeur qui, à son tour, va pouvoir la répartir sur les différentes bougies. Donc, on a une bougie, une batterie, bien sûr le courant électrique, comme on a un condensateur. Et bien sûr, comme nous sommes en train donc d'amorcer l'allumage, ça veut dire qu'on est en train de démarrer, il faut bien un démarreur. Donc, la tête d'allumage ou le corps de l'allumeur est un composant extrêmement important. Il est composé de plusieurs pièces. D'abord du corps, d'un axe, un arbre qui doit mettre en mouvement une came et le doigt d'allumeur. Dedans, on trouve un rupteur qu'on appelle vis platiné. Sur l'axe, on a positionné un doigt d'allumeur pour pouvoir justement transmettre le courant à tour de rôle au niveau de cette tête d'allumage pour l'acheminer par des faisceaux vers les bougies. Donc voilà une représentation globale du circuit d'allumage qui comporte les différentes pièces qui doivent contribuer au fonctionnement de ce système-là d'allumage, allant de la batterie, en passant par la bobine, l'allumeur, les bougies. Et donc on voit que cette tête d'allumage ou cet allumeur, donc au distributeur électrique, parce qu'il distribue les étincelles sur les bougies, il est mis en mouvement grâce à un engrainement entre pignons. Le pignon disposé sur son arbre, propre arbre, et un pignon qui est déjà conçu et réalisé sur l'arbre à came. Et donc, son mouvement va être synchronisé avec le mouvement de l'arbre à came afin de pouvoir provoquer l'étincelle à des moments précis en fonction de la position prise par chaque piston. Nous allons regarder ce qui se passe au niveau des moteurs à essence et diesel. Commençons par les moteurs à essence, à savoir les composants du système d'allumage. On a bien sûr le rupteur, qui est un élément de l'allumage du moteur à explosion, qui occupe périodiquement le courant, qui coupe le courant primaire de la bobine d'induction pour déclencher l'étincelle ou bougie par création d'un courant secondaire. Le rupteur est fixé sur une platine, comme vous le voyez. Il est actionné par une came, celle de l'axe de l'allumeur dont on a parlé, qui agit sur le linguet porte contact isolant et son ressort. Le contact fixe est sur un support réglable qui porte aussi un condensateur qui a pour rôle de diminuer l'étincelle qui se produit au niveau du rupteur pour pouvoir diminuer ainsi son usure. La came tournant à une vitesse identique à 1 tour par cycle du moteur provoquera par conséquent un nombre d'ouvertures identique au nombre d'explosions. Car la rotation de l'arbre à came est la moitié de celle du vilebrequin et donc le cycle thermique pour le vilebrequin se fait sur 2 tours et celui de l'arbre à came sur 1 tour. Et comme les deux pignons qui engrainent ont le même diamètre, donc on va garder toujours 1 tour pour pouvoir entamer les 4 temps.
Les moteurs modernes n'utilisent presque plus les rupteurs qui sont remplacés par un allumage électronique. Donc, ce type d'allumage a connu une évolution en passant de l'utilisation du rupteur qui est vis platiné pour commencer à utiliser une nouvelle génération d'allumage, celle électronique. Donc, l'allumeur, ce dernier a pour rôle, entre autres, de distribuer bien sûr le courant aux bougies d'allumage. Pour ce faire, l'allumeur est prévu d'un distributeur sur sa petite ou sa partie haute et d'un rotor qui est le doigt d'allumeur qui est en face au centre. Le rotor est entraîné par le moteur et est alimenté par la bobine. La distribution de courant se fait dans un ordre précis et à un moment précis du cycle moteur. Ce moment est la fin de la compression. Globalement, en fin de compression, on doit provoquer l'étincelle pour donner lieu à l'explosion. L'allumeur assure par conséquent trois fonctions à la fois. Il contient le système de rupture du circuit primaire. Il fait varier l'avance à l'allumage en fonction des conditions d'utilisation du moteur. Le rupteur d'allumage est l'angle à cam. Le rupteur est commandé, ça, toujours l'allumage dans les moteurs à essence, il est commandé par des cames de l'arbre de l'allumeur. Les cames sont conçues de manière à former un angle d'ouverture et de fermeture du rupteur correspondant à la bobine et au nombre d'étincelles. L'angle de cam est l'angle parcouru par la cam pendant que les contacts sont fermés. On parle aussi du calage de l'allumeur, à savoir le calage de l'allumeur consiste donc à s'assurer que l'étincelle produite à la bougie a bien eu lieu en fin de compression de manière à assurer l'inflammation du mélange gazeux, et ça c'est un postulat théorique. Mais dans la pratique, la méthode est légèrement différente. À savoir que l'arc électrique produit entre les électrodes de la bougie doit avoir lieu légèrement avant la fin de la compression. C'est pourquoi on parle d'avance d'allumage. Plus exactement, le moment où l'arc doit avoir lieu est appelé point d'avance initial. Ce calage d'allumeur avec le réglage du point d'avance, en principe, le constructeur indique sur le carter d'embrayage un repère à l'aide d'un trait avec une indication, exemple 10 degrés. Si vous êtes sur la bonne valeur du point d'avance, savoir 10 degrés, c'est que vous avez bien identifié le bon repère correspondant à la bonne valeur inscrite sur le carter d'embrayage. L'opération de calage consiste donc à aligner ce repère avec celui gravé sur le volant moteur et à positionner par conséquent l'allumeur correctement par rapport à ce point précis qui correspond au point mort O du cylindre, bien sûr, numéro 1. Ce point précis tient compte de l'avance initiale prévue à cet effet. L'opération de calage nécessite donc de connaître d'abord l'ordre d'allumage pour un moteur à 4 cylindres, donc celui cité précédemment, à savoir 1, 3, 4, 2. Déterminer quel est le cylindre numéro 1, est-ce qu'on va le prendre côté embrayage ou côté poulie, à savoir l'identification du cylindre 1 est importante pour rebrancher après donc l'opération ou après l'opération du fil haute tension des bougies dans un ordre qui est correct et savoir enfin dans quel sens doit tourner l'allumeur. S'agissant du condensateur, ce dernier est positionné en parallèle sur le rupteur. Il a pour rôle d'éviter la production d'étincelles entre ces contacts parce que ça risque de détériorer ces contacts-là. En effet, la tension de claquage est proportionnelle à la distance entre les contacts
En l'absence du condensateur, la tension croît trop vite et il produit des oscillations de relaxation qui sont produites par une suite de claquages entre ces contacts. Le condensateur sert à absorber l'étincelle qui apparaît à l'ouverture du rupteur. Elle peut atteindre donc 300 volts au primaire de la bobine, ce qui correspond à 10 000 volts au secondaire. Cette montée est extrêmement rapide, de l'ordre de 10 microsecondes. On atteint dans ce cas la tension de claquage qui est de 10 kV, aux limites des électrodes de la bougie, et une étincelle donc s'y produit. Et donc cette étincelle est un arc électrique permettant d'amorcer la combustion. Donc, le circuit d'allumage peut être conçu de la manière suivante. On a toujours une batterie. La clé pour donner contact et exciter, dans ce cas-là, faire passer le courant vers la bobine. La bobine, à son tour, va amplifier la tension qui passe de 12 volts à pratiquement 15 000 volts. Pour l'acheminer vers l'allumeur, ce dernier va se charger de la répartir sur les bougies afin de créer donc l'étincelle, générant ainsi l'inflammation du mélange. Donc, cet allumage électronique amplificateur de courant, à savoir la première génération d'allumage électronique, a consisté à intercaler un bloc électronique, on a apporté quelque chose de plus, une sorte d'amplificateur qui est positionné entre le rupteur et la bobine, afin qu'il se produise moins d'étincelles au niveau du rupteur, et par conséquent moins d'usure, et un signal de meilleure qualité au niveau de la bobine. Par contre, l'allumage électronique à décharge capacitif, c'est une révolution plus importante, à savoir, au lieu de stocker l'énergie dans une bobine, on la stocke dans un condensateur, puis on applique la tension du condensateur sur la bobine. Cette technique a plusieurs avantages. Ne pas augmenter la consommation électrique à bas régime. Elle permet d'augmenter notamment l'énergie transmise à la bougie, allonger la durée de l'étincelle et obtenir une combustion plus complète. L'inconvénient de cette technique est une plus grande complexité à cause de la présence d'un convertisseur capable de charger le condensateur à une tension de 300 à 400 volts. Donc, en termes de détection magnétique de la position d'allumage, la seconde génération a consisté à remplacer les vis platinés, qui sont les rupteurs, par un capteur électronique, en fait une bobine fixe, générant une impulsion électrique lors du passage d'un aimant devant elle. Dans ce montage, il n'y a pas vraiment d'amélioration comparée au montage précédent, si ce n'est qu'il y a plus d'entretien à prévoir au niveau du rupteur. L'allumage électronique complet, la troisième génération a consisté à remplacer complètement le mécanisme d'avance à l'allumage par un dispositif électronique. En réalité, alors le dispositif est réglé sur pleine ouverture dans ce cas-là. Et par conséquent, un retardateur électronique va introduire le retard qui est indispensable à la situation du moteur. Introduite donc dans les années 70, l'allumage électronique s'est généralisé sur de nombreuses catégories de moteurs, motos, etc. Et cela à partir des années 80. Regardons maintenant l'aspect combustion, toujours moteur à essence. Celle-ci se produit lors de la troisième temps, combustion détente. Dès la fin du deuxième temps, le mélange air-essence étant comprimé, l'allumeur envoie une étincelle sur la bougie et subitement, le mélange s'enflamme. C'est la détonation, production de la chaleur et donc de la pression. Durant la descente du piston, le mélange continue à brûler au sein de la chambre de combustion tout en produisant une grande poussée sur le piston qui subit une force de poussée F et descend donc avec une vitesse linéaire V. Cette poussée transforme donc le mouvement de translation du piston
on a un mouvement de rotation du vilebrequin qu'on va récupérer en tant que puissance mécanique afin de pouvoir mettre en mouvement le véhicule, donc en faisant tourner les roues. Par contre, au niveau du moteur diesel, ce dernier fonctionne différemment d'un moteur à essence. Le moteur diesel et à essence présentent bien sûr des différences sensibles, en particulier dans la façon dont le mélange carburé y est enflammé et dans la manière dont la puissance délivrée y est régulée. Dans un moteur essence, le mélange carburé est enflammé par une étincelle électrique, alors que dans un moteur diesel, l'allumage est obtenu par une auto-inflammation du carburant à la suite de l'échauffement de l'air sous l'effet de la pression. Donc, le circuit correspondant d'injection diesel, donc on va démarrer du réservoir pour pouvoir filtrer et faire passer donc le gasoil vers la pompe d'injection à travers une pompe d'alimentation. Et donc la pompe d'injection ayant un variateur d'avance et permet donc de développer une pression importante, celle nécessaire pour pouvoir justement la transmettre aux injecteurs afin donc de pouvoir amorcer la combustion si les conditions nécessaires seront satisfaites. Donc il y a un circuit de retour, un circuit de haute pression qui est en rouge, circuit de pression moyenne en bleu et en jaune le circuit du retour. Donc ça, lorsque on veut alimenter 6 injecteurs, puisqu'on a un moteur 6 cylindres, étant donné qu'on a 6 sorties au niveau de cette pompe-là. Mais on peut, au lieu d'avoir 6 sorties ou 4 sorties pour moteur à 4 temps, on va avoir une seule sortie, mais qui va rentrer au niveau d'une rame. Donc cette rame va répartir le gasoil sur les différentes bougies, à savoir ici on a 4 bougies d'injection, donc ces injecteurs qui vont injecter le gasoil dans la chambre de combustion. Et donc on voit que il est équipé d'un calculateur de contrôle moteur qui reçoit les différentes informations qui sont prélevées par des capteurs disposés sur chaque type d'organe afin de pouvoir optimiser les conditions de combustion. Donc la combustion du moteur à essence, l'étincelle, à savoir que l'allumage est provoqué par un apport d'énergie externe, c'est l'étincelle de la bougie. La combustion se réalise à un mélange homogène avec une richesse qui est à peu près égale à 1 et l'injection directe tend à se généraliser même dans cette catégorie de moteurs à essence. Alors que pour les moteurs diesel, la combustion donc est réalisée de manière simultanée à la suite de l'injection. L'allumage est provoqué par les conditions qui doivent être réunies, la pression et la température, au sein de la chambre de combustion. On peut tirer une remarque, à savoir l'absence de bougies d'allumage, mais ils sont remplacés par les bougies de préchauffage dans les moteurs diesel. Et l'injection directe est quasiment systématique au niveau de ces types de moteurs. Donc, nous venons donc de présenter le système de combustion, allumage-combustion. Nous allons basculer vers le deuxième et dernier système au niveau de cet enregistrement concernant le système de distribution et calage, qui est extrêmement important. Donc, on appelle distribution l'ensemble des organes qui réalisent l'ouverture et la fermeture des conduites d'admission et d'échappement. Le rôle de la distribution est de commander l'ouverture et la fermeture des soupapes, imposer leur instant d'ouverture, d'amplitude et la durée du mouvement. Comme description et fonctionnement, l'ouverture et la fermeture des orifices sont réalisées par les soupapes, bien entendu. L'ouverture est possible grâce à des cames. La fermeture est assurée par des ressorts
et la transmission du mouvement de l'arbre à cames aux soupapes est assurée par des poussoirs. Ici donc par des poussoirs, mais sur d'autres moteurs par d'autres solutions. Elle peut comprendre également des tiges de culbuteurs, voilà, et des culbuteurs. La synchronisation avec le vilebrequin est réalisée par des pignons reliés entre eux par un système de transmission positive. On utilise soit une chaîne, soit une courroie crantée ou des roues dentées. Le moteur donc à combustion interne effectue lors de son fonctionnement différentes phases réalisées dans l'ordre précis, notamment nommés les temps, admission, compression, explosion, échappement. Pour que celle-ci se déroule d'une manière ordonnée, il est donc indispensable de synchroniser les différentes phases. Donc la distribution est le dispositif mécanique qui va synchroniser ces phases. Dans un moteur à 4 temps, c'est un dispositif complexe utilisant plus de pièces en fonctionnement simultané et synchronisé. Ainsi, le mouvement de rotation décrit par le vilebrequin est transmis soit par système poulie courroie crantée, soit par pignon chaîne de transmission, ou bien un ensemble de pignons vers le ou les arbres à cames, générant l'ouverture ou la fermeture des soupapes. Pour le moteur à 4 cylindres, en ligne, il y a deux ordres à respecter, et globalement on choisit l'ordre 1, 3, 4, 2, mais on peut aussi choisir l'ordre 1, 2, 4, 3, et pas d'autre ordre. L'ordre d'allumage le plus couramment utilisé est le premier pour des raisons de meilleur écoulement du fluide gazeux. Le tableau suivant présente les différentes phases, à savoir les 4 phases selon les 4 cylindres, et on voit bien la succession de ces phases-là, les unes après les autres, toujours dans le cadre d'un moteur 4 cylindres, dont l'ordre est 1, 3, 4, 2. Si on a des moteurs de 6 cylindres, en ligne ou en V ou de 8 cylindres, l'ordre est différent et les données en bas. Pour 6 cylindres, bien sûr, c'est 1, 5, 3, 6, 2, 4, etc. Donc, essayons donc de voir de très près ces systèmes de distribution et notamment les éléments qui contribuent à la réalisation de cette distribution, à savoir l'arbre à cames, c'est extrêmement important, les soupapes qui se ferment et s'ouvrent et les culbuteurs qui sont positionnés entre les soupapes et les arbres à cames afin de transmettre le mouvement de poussée vers les poussoirs pour les ouvrir. Et donc, lorsqu'ils n'agissent pas, ça veut dire qu'ils sont en retrait, les poussoirs sont rappelés par les ressorts pour pouvoir garder continuellement fermé l'orifice. Regardons maintenant cet arbre à cames. Donc, j'ai entouré en rouge une came. Les deux cames, bien sûr, le pignon de commande d'allumeur, hein, donc il y avait un petit déplacement. Donc ce pignon-là, c'est celui avec qui on graine hein, l'arbre d'entrée de l'allumeur. Hein, et donc il permet justement de provoquer l'étincelle à des moments précis en fonction de la rotation de cet arbre-là. Il y a aussi donc l'excentrique de commande d'une pompe à essence. Et puis il y a les 8 cames. Donc en tout, il y a 9 cames, dont une est nécessaire pour faire fonctionner la pompe à essence. Et il y a une roue dentée qui permet de faire engrainer cet arbre à cames avec l'arbre de l'allumeur. Concernant les différents types de cas qui se produisent, soit que l'arbre à cames est positionné en tête, à savoir
sur la culasse, soit dans le bloc moteur. Donc à gauche, on a l'arbre à cam positionné au bloc moteur. On a besoin du tige pour pouvoir ramener le mouvement depuis l'arbre à cam vers le culbuteur qui se charge donc d'agir sur les soupapes. Au milieu, nous avons la cam de l'arbre à cam agit directement sur la soupape pour l'ouvrir et la fermer. Donc on n'a pas de culbuteur. Mais on peut aussi utiliser le culbuteur malgré le fait que l'arbre à cam est positionné sur la culasse, parce qu'on veut justement utiliser cette solution pour pouvoir éviter l'usure importante au niveau de l'appui cam poussoir. Et on a parcouru les trois solutions qui peuvent se présenter à ce niveau-là. Donc la coupe de la soupape avec tous les accessoires. Donc on voit bien qu'au niveau du siège du soupape, les ressorts vont avoir tendance à garder la soupape particulièrement bien fermée. Pour l'ouvrir, donc, la cam ou le culbuteur doit exercer une poussée extrêmement importante qui dépasse de loin celle nécessaire à l'écrasement du ressort, parce qu'on a une résistance, celle donnée par les ressorts, qu'il faudra vaincre avant de mettre en mouvement, de déplacer vers le bas les soupapes afin de permettre pour l'échappement de faire sortir les gaz brûlés et pour celui de l'admission pour admettre donc le mélange air-essence. Donc, cette distribution réalisée en utilisant trois solutions, soit distribution par courroie crantée, soit par pignon chaîne, soit par engrenage. Donc, l'avantage de distribution des courroies crantées, qui sont de plus en plus répandues maintenant, du fait qu'ils n'ont pas besoin d'être lubrifiés comme le système pignon-chaîne, et ils sont silencieuses. Par contre, transmission ou distribution par engrenage est réservée maintenant surtout pour les moteurs diesel. Donc on voit bien que lors du montage de la courroie ou de la chaîne, on doit positionner correctement les deux arbres, celui du vilebrequin et l'arbre à cam, avant de remonter soit la courroie soit la chaîne. Et ça, c'est ce qu'on appelle le calage. Donc, calage de la distribution, il y a deux cas, à l'aide d'un repère ou sans repère. D'abord avec des repères. Donc, quel que soit le système de commande de la distribution, le mécanicien se trouve confronté au problème de positionnement relatif des éléments, donc arbre à cam et vilebrequin, afin que le mouvement de l'arbre à cam soit coordonné avec celui du vilebrequin, de sorte que les soupapes se lèvent et se ferment au moment où les pistons passent par un point donné de leur cycle. Cette opération de positionnement est appelée calage de la distribution. Dans la pratique, les constructeurs prévoient des repères sur les différents éléments de la commande de distribution. On peut les trouver au niveau du pignon, des roues de chaîne, des roues dentées, des chaînes et courroies. Et donc, pour cela, il suffit que le monteur associe ces repères pour que le montage soit correct. Mais, en l'absence de ces repères, dans des anciennes voitures, on peut abîmer ces repères-là avec la rouille, etc. Donc, on risque donc de ne pas les retrouver. Et dans ce cas-là, en l'absence de ces repères, il devrait être possible de retrouver la bonne position de calage des arbres à cam et du vilebrequin. C'est ce qui nous permet justement d'aller vers le troisième cas. Le deuxième cas, c'est le calage distribution sans repère. Donc on voit qu'une cam agit sur un poussoir pour pouvoir obliger et astreindre donc la soupape à s'ouvrir, et puis celle-ci se ferme automatiquement. Chaque fois que la cam vient en face, il commence à l'ouvrir et puis à le fermer. Donc on a un frottement continuel entre les pièces frottantes, ce qui génère donc la succession d'ouvertures et de fermetures qui sont caractéristiques
du cycle thermique. Donc la came est caractérisée par un diamètre E et une hauteur de la came H. Et donc on ne peut pas avoir un H très important et on cherche à avoir H le plus important, mais on est limité pour des considérations liées à l'usure et liées à des contraintes mécaniques, etc. Donc les caractéristiques des arbres à came, à savoir les arbres à came sont caractérisés par 3 paramètres. La levée des soupapes, de combien les soupapes vont être levées pour pouvoir faire passer plus ou moins facilement un fluide donné. Le temps d'ouverture, quel est le laps de temps pendant lequel cette soupape reste ouverte. Et l'angle d'ouverture. Donc l'angle d'ouverture, c'est au niveau de l'arbre à came, entre quelle valeur de l'angle et quelle autre valeur, début et fin d'ouverture, donc qui est la fermeture. Donc, commençons par la levée de la soupape. Il s'agit de l'ouverture maximale des soupapes, levée des soupapes. La levée de soupape est donnée par la différence des cotes, comme c'est montré ici sur le dessin H-E, si les culbuteurs sont symétriques ou si l'arbre à came agit en tête de la soupape directement. Plus la levée de soupape est importante, mieux les gaz circulent, parce qu'on va laisser un espace plus grand pour permettre une circulation plus facile des gaz. Et meilleur est le rendement, c'est normal, parce que lors de l'admission, par exemple, on va pouvoir donner plus de facilité à admettre un volume plus important du mélange enrichi air-essence, et donc le résultat de la combustion va être important, et donc le rendement est important. Donc attention, donc la levée n'est pas illimitée, on ne peut pas prendre n'importe quelle valeur car le mouvement est cyclique et les accélérations sont considérables ainsi que les vitesses de coulissage dans le guide de soupape. Pour cela, on préfère largement modifier la levée du soupape et surtout utiliser l'augmentation du diamètre de la soupape. Et on peut le remarquer que sur les moteurs, nous avons généralement les soupapes d'admission ayant un diamètre beaucoup plus grand que celui d'échappement. Pourquoi? Parce que pour faire introduire le mélange, on doit le faire par un processus qui est la dépression. On va aspirer, alors que pour permettre l'échappement des gaz brûlés, on va le refouler, on va pousser. Et donc, ils ne vont pas avoir la même efficacité. Donc, pour pousser, pas de problème, mais pour aspirer, et on a des problèmes, le fluide circule plus mal, et donc on est obligé donc d'augmenter la section du soupape d'admission, comme je viens de le dire. Le calage de la distribution sans repère. C'est la phase cruciale, elle est très délicate. Il demande beaucoup d'attention. Et ce n'est pas en un quart d'heure ou une demi-heure qu'on peut l'expliquer. Il faut pratiquement une matinée et surtout faire une expérimentation. Mais on va essayer donc de scroller, comme on dit, on va essayer de citer cette manière, cette façon de faire. Donc, on arrive au deuxième point qui est le temps d'ouverture. Il s'agit du temps pendant lequel la soupape reste ouverte. Ce temps est fixé par le profil de la came, c'est normal. Plus le profil de la came est pointu, plus le temps d'ouverture est court. Et plus ce profil est plat, plus le temps d'ouverture est long. C'est normal. Les angles d'ouverture ou le diagramme de la distribution, il s'agit du moment exprimé en angle de rotation du moteur. Donc, quel est cet angle-là de rotation pendant lequel on a l'ouverture, où la soupape, bien sûr, commence à s'ouvrir et où elle commence à se fermer. Donc, on le désigne par point mort haut, PMH, et point mort bas, pour PMB, les positions respectives où les pistons, le piston est en haut ou en bas. Donc, dans un moteur 4 temps, une course complète du piston est nécessaire tant pour aspirer les gaz frais, savoir l'admission, que
pour laisser échapper les gaz brûlés, c'est l'échappement. On peut donc admettre que dans la course d'admission, à savoir du mouvement du piston allant du point mort haut vers le point mort bas, la soupape d'admission est ouverte au moment du point mort haut et qu'elle se ferme lorsque le piston arrive au point mort bas. C'est une supposition, mais ce n'est pas la réalité. Le même raisonnement vaut pour la phase d'échappement, mais bien sûr, ce n'est pas la réalité, car en réalité, on va agir différemment. On ne va pas le faire exactement au point mort haut, au point mort bas. Et dans ce cas-là, on va prendre soit de l'avance, soit du retard. Dans un moteur 4 temps, une course complète du piston est nécessaire tant pour aspirer les gaz que pour laisser échapper les gaz brûlés. On peut donc admettre que dans la course d'admission, mouvement du piston du point mort haut vers le point mort bas, et donc il ferme lorsque le point mort est bas, donc le mouvement raisonnement vaut pour mais la réalité est différente, c'est ce que nous venons de dire. Et là, on revient vers le dessin pour voir cet enchaînement ou cette synchronisation entre le pignon du vilebrequin et le pignon de l'arbre à cames. Comme constat, on a le double, le pignon de l'arbre à cames, il est le double, parce qu'il faut que le pignon du vilebrequin fasse 2 tours pour que celui de l'arbre à cames fasse 1 tour. Et là, on a utilisé une tige parce que l'arbre à cames est positionné sur le bloc moteur, une tige pochoir pour pouvoir ramener le mouvement de poussée vers le culbuteur qui, à son tour, va culbuter pour pouvoir appuyer sur les ressorts et provoquer l'ouverture de la soupape en question. Comme les soupapes ne peuvent s'ouvrir à une vitesse illimitée à cause des forces d'accélération, il faut placer un point d'ouverture ou de fermeture respectivement avant le point mort haut et le point mort bas. De plus, l'écoulement du gaz représente à ces vitesses et pressions une masse non négligeable et il faut un certain temps pour qu'il se mette en mouvement. Tous ces paramètres sont optimisés par ce qu'on appelle croisement de l'arbre à cames, à savoir que les 4 valeurs angulaires, avance d'ouverture à l'échappement, retard, fermeture à l'échappement, avance de l'ouverture à l'admission, retard de fermeture à l'admission. Et donc, ces angles d'ouverture et de fermeture sont définis comme suit. Donc, pour l'avance à l'ouverture de l'échappement, c'est le nombre de degrés de rotation du vilebrequin entre le début d'ouverture de la soupape d'échappement et le point mort bas en fin de combustion. Par contre, le retard à la fermeture d'échappement, c'est le retard de fermeture de la soupape d'échappement après le point mort haut en fin d'échappement. L'avance à l'ouverture de l'admission, c'est l'avance de l'ouverture de la soupape d'admission avant même ce point mort haut. On commence à ouvrir la soupape d'échappement. Avant la soupape, donc le point mort haut, échappement. Le croisement de l'arbre à cames est égal à l'avance à l'ouverture de l'admission plus l'avance plus le retard à la fermeture de l'échappement. Nombre de degrés donc pendant lequel les deux soupapes sont ouverts en même temps, c'est le recouvrement. Donc on le voit bien sur le dessin. On a d'abord commencé avant le point mort haut à ouvrir la soupape d'admission. Et pour la soupape d'échappement, au lieu qu'on la ferme au niveau du point mort haut, nous avons décalé un peu. Et donc, on a un recouvrement qui n'est pas négligeable entre les deux. De même, en bas, c'est pareil. Donc, on ne s'est pas arrêté, on n'a pas fermé.
les gaz qui rentrent, donc le mélange air essence au point mort bas, mais la soupape d'admission restait ouverte au-delà de ce point mort bas. Et même au niveau d'échappement, nous n'avons pas attendu jusqu'où qu'on arrive au point mort bas pour commencer à ouvrir le soupape d'échappement, mais on l'a fait beaucoup à l'avance pour pouvoir justement favoriser cet échappement. Donc en bas, on a un recouvrement plus important qu'en haut. Et donc c'est pareil pour les autres retards. Donc regardons maintenant les différentes configurations. Qu'est-ce qui se passe? Pour bien imaginer comment on prévoit ces avances et ces retards aussi bien à l'admission qu'à l'échappement. Donc cette configuration représente l'admission mais en fin d'admission. Étant donné que à gauche, nous avons la soupape d'admission qui commence à se fermer parce qu'on est encore sur la pente de la came. On n'est pas arrivé au rayon de la partie circulaire et par conséquent, on va encore continuer à ouvrir cette soupape même alors qu'on est déjà arrivé au point mort bas. Et donc, l'admission va au-delà de cette position du point mort bas, étant donné qu'on ne ferme pas instantanément la soupape correspondante, mais on va avoir un petit retard. Donc ça, c'est le retard à la fermeture de la soupape d'admission, RFA. Il est clair que cette soupape d'admission a commencé à être ouverte beaucoup avant le point mort haut, parce qu'en principe c'est au point mort haut qui doit s'ouvrir, mais on a pris de l'avance, c'est pour ça qu'on a indiqué AOA juste avant le PMH. Donc on voit bien les indications, retard de fermeture d'échappement, avance ouverture d'admission, avance ouverture échappement, retard fermeture admission. Donc, dans la deuxième configuration, nous avons l'explosion. Et donc, cette explosion, on est au point mort haut. On a déjà provoqué l'explosion. Ça veut dire on l'a provoqué un peu à l'avance. Donc, on a les différentes soupapes qui sont fermées, c'est normal. Par contre, juste avant, c'est la compression. On a toujours les deux soupapes qui sont fermées. C'est compression, fin de compression, puis explosion, donc détente, donc début d'explosion. Le piston est encore au point mort haut, il va descendre en bas pour nous fournir la puissance dont on a besoin afin donc de pouvoir la convertir en puissance mécanique nécessaire pour pouvoir faire bouger le véhicule. Et pour terminer, l'échappement, donc là on est au début de l'échappement, car le piston va remonter, et donc la came se trouvant sur l'arbre à came de droite, il est en train déjà d'agir sur la soupape. Et donc on a déjà commencé à ouvrir cette soupape beaucoup avant d'arriver au point mort bas. Donc, et lorsqu'on arrive au point mort bas, on va remonter pour faire l'échappement, on a déjà permis au gaz de commencer à sortir pour pouvoir justement prendre un peu d'avance à l'échappement. Donc voilà une animation qui montre bien l'étendue de l'angle de rotation de l'arbre à came qui nous permet justement d'accuser, en le décalant un peu, de prendre de l'avance ou du retard au niveau de l'admission, au niveau de l'échappement. Donc voilà les différents temps, échappement, mission croisement, fermeture, etc.
Donc on est à l'avance de l'admission, on n'a pas attendu le point mort haut, et là, on ne va pas le faire au point mort bas, mais retard et fermeture d'admission, que ça se termine. Etc. etc. Donc, le calage de la distribution sans repère, donc cette méthode proposée permet de vérifier le calage du ou des arbres à cam et ne tient absolument pas en compte, donc ne prend pas en compte les jeux au niveau des soupapes. Elle est dite donc au sommet des cams et elle est très simple à appliquer. C'est la seule vraiment précise puisque le jeu aux soupapes n'intervient pas et donc aucune erreur due à un mauvais réglage n'est possible. Sur un moteur à un seul arbre à cam, le contrôle n'est effectué que sur l'une des soupapes parce que les autres sont décalées de la même quantité. Donc si c'est bon pour une des soupapes, il doit l'être pour les autres soupapes. Donc les autres soupapes étant bien sûr forcément décalées ou calées automatiquement puisque on respecte un décalage au niveau de la conception pour permettre justement de réaliser le décalage tous les quarts de tour puisqu'on a 4 soupapes, 4 cams et il doit les disposer tous les 1 quart de tour. Outillage indispensable à l'aide d'un comparateur et à l'aide d'un support de comparateur, on peut justement chercher à ajuster le repérage pour pouvoir caler au mieux le moteur. Donc on a bien ici le cycle avec chevauchement comme on l'avait avant, un fort chevauchement en bas, un faible chevauchement en haut, en donnant plus de temps à la soupape d'admission pour qu'elle reste ouverte afin de pouvoir être en mesure de ramener le maximum de volume, donc un taux de compression important. De même, on peut anticiper sur l'ouverture d'échappement et encore la retarder aussi pour être sûr que nous allons pouvoir évacuer facilement la totalité des gaz brûlés. Donc, le calage de l'attribution sans repère, le repère ou les repères angulaires sur le volant sont approximatifs, qui sont déjà sur les volants moteurs. Donc, il faut rechercher et contrôler avec précision le point mort haut sur ce volant moteur. Donc, pour procéder, il faut le faire en 8 étapes, qui sont la recherche du point mort haut sur le piston, le réglage du comparateur à 0, le fait de faire tourner le volant dans un sens quelconque pour obtenir une descente de piston de 4 mm, le faire remonter jusqu'à 3 mm et faire un repère précis en concordance sur le volant et le bloc moteur. Donc les deux, partie fixe et partie mobile. Tourner le volant dans l'ordre ou dans l'autre sens en passant par le 0 et continuer jusqu'à une nouvelle descente de 4 mm déjà réalisée avant. Remonter jusqu'à 3 mm donc, et faire un nouveau repère précis sur le volant. Utiliser un réglé et mesurer la distance entre les deux repères sur la jante du volant et enfin tracer un repère exactement à mi-distance des points précédents. Ce repère placé face à celui du fait donc sur le bloc moteur, en face du bloc moteur numéro 4, et indique donc le point mort haut d'une manière précise. Donc l'utilisation, donc on utilise généralement un disque gradué qui est monté sur le vilebrequin, qui va servir de repère. Il est calé à 0 face à un repère au point mort haut précédemment repéré et sélectionner la soupape qui va donc servir à faire le calage. Est-ce qu'on prend l'admission ou l'échappement? Donc 1 ou 4. La pointe du comparateur est en contact avec soit le poussoir ou la tête de la soupape pour une configuration latérale, soit le culbuteur côté tige, dont le jeu aura été ramené à 0, comme on l'a précisé précédemment, donc la soupape ne fermant plus.
faire attention que la course concernant la levée de la came ne soit pas supérieure à celle du comparateur, bien sûr, sinon on ne peut pas la prendre en considération, en général 10 mm. Tournez le vilebrequin en arrière, sens de rotation de 112,6 hein, et le bloquer dans cette position hein, qui permet justement d'indiquer le point mort bas et donc l'angle de rotation maximal à effectuer. Et donc au lieu de faire par exemple 90 tours, on l'a dépassé de 21 ou 22 tours pratiquement. Hein, on est allé à 112 tours. Donc 10 plus 12, 22 plus 6 secondes. Après, il faudra donc rechercher le maximum de levée, la levée, où il est maxi, au comparateur en tournant l'arbre à came dans un sens puis dans l'autre pour pouvoir ajuster la pointe de la came, à quel endroit se trouve-t-elle, et donc déterminer la position rotation de celle-ci qui nous donne ce résultat-là. La position est indispensable car on est en sommet de came et cette position peut être difficile à maintenir, donc bloquer l'arbre à came pour qu'il ne bouge plus. Parce que lorsqu'on est sur le sommet, c'est qu'on a agi sur la soupape, on a comprimé le ressort et donc le ressort a tendance à réagir et à essayer de faire tourner l'arbre à came parce qu'il y a une poussée qui aura tendance à créer un couple et dans ce cas-là, on est dans une position qui est instable. C'est pour ça qu'il faut, hein, pour ne pas perdre ce point-là, le bloquer, évitant ainsi que les ressorts obligent donc l'arbre à came à tourner. Quand le maxi est trouvé, il n'y a plus qu'à emboîter la poulie d'arbre à came avec leur chaîne de distribution. Donc il suffit donc d'engager et de monter cette poulie qui est située sur l'arbre à came, la mettre en place et mettre la chaîne entre les deux poulies, motrice celle du vilebrequin et réceptrice celle de l'arbre à came. Donc, après, quelques tours du vilebrequin permettent de relever avec précision le diagramme de distribution que nous essayons de tracer pour pouvoir donc s'en servir comme repère afin de positionner au mieux la position effective de chaque en rotation de l'arbre à came. Donc soupape par soupape et de le comparer aux données constructeurs pour voir s'il y a concordance ou non, s'il y a un fort décalage ou pas, en fonction de ce qu'on souhaite. Ce relevé permettra également de déceler l'usure, dissymétrie de came, etc. Cette procédure peut bien entendu être appliquée aux véhicules modernes avec distribution entraînée par courroie. L'utilisation, regardons maintenant, avant de terminer le calage de distribution, la méthode sans repère et avec, bien sûr, un jeu théorique aux soupapes. Donc, on peut, cette fois-ci, prendre en considération les jeux du soupape, qui varient entre 0,3 et 0,4 lorsque ces soupapes d'admission, ou d'échappement plutôt, à chaud, ou de l'ordre de 0,25 à 0,35 lorsque le moteur il est à froid. Et donc, on peut avoir une avance d'ouverture à l'admission qui peut aller jusqu'à 55 degrés, un retard fermeture de l'admission 77 degrés, donc ça c'est pratiquement un peu trop exagéré. L'avance d'ouverture échappement 85 degrés et le retard fermeture échappement 45 degrés. Ça veut dire qu'on est complètement à l'extrême et on va justement en faire donc un moteur qui est celui de voiture de compétition. Peu importe sa consommation, on veut une énergie maximale. C'est ce qui est cherché à ce niveau-là, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un moteur de rallye, comme indiqué en haut. Donc, toutes les autres, on a ces avancées retard qui sont beaucoup plus faibles, à peine la moitié de ces valeurs indiquées ici. Le calage sans repère, toujours. C'est exactement la même méthode pour repérer les points morts hauts sur le piston et sur le volant moteur.
Ensuite, on monte l'arbre à cam sur le moteur, on fixe les poulies avec la méthode préconisée par le constructeur et on fait un calage normal. On fixe le disque gradué que nous avons préparé avant sur le volant moteur, repère 0 en face du repère que nous avons trouvé avec la méthode décrite précédemment sur bloc moteur, et on fait un jeu de 0,53 mm sous la queue de la soupape. Donc on doit intercaler un jauge de profondeur pour s'assurer que nous avons bien un jeu de 0,53 mm à l'aide d'une cale de 0,53. On fixe le comparateur sur la soupape d'admission, etc. Et donc, cette cale permet justement de ne pas prendre en considération le jeu dans le réglage. C'est ce que nous avons fait par l'autre méthode avant. Mais ici, on l'a fait parce que nous avons le jeu qu'on doit justement écarter pour réaliser un calage précis. Donc, on contrôle le moment de l'avance à l'ouverture de l'admission. À quel moment? Le moment où le comparateur, bien sûr, commence à bouger. On relève la valeur sur le disque gradué et on la compare avec la valeur du constructeur, etc. Il est clair que si l'on garde, si on a une grande différence de plusieurs degrés, c'est que l'on s'est trompé d'une ou voire de 2 dents et on décale dans le sens de l'erreur. Et on refait le contrôle une seconde fois. Donc, à titre d'information, une dent de décalage représente bien sûr un décalage de distribution de 24 degrés, puisqu'on n'a pas beaucoup de dents sur le pignon. Et donc, lorsque on a par exemple 18 ou 20 dents, et donc ça veut dire l'espace entre chacune est relativement important au nombre de degrés. Et donc le réglage dans un premier temps semble impossible parce que on ne peut pas tomber exactement, soit qu'on va avoir des choses en trop ou en moins, chose qui est inacceptable pour avoir un réglage bien affiné. Si l'on est dans les valeurs constructeurs et quelques degrés près, on peut faire des trous au blanc sur la poulie de l'arbre à cam, de telle façon que l'on rattrape l'erreur. Donc, le décalage, nous ne pouvons pas le faire au niveau de l'arbre à cam, du pignon, parce que ce sont des dents. Fait de décaler une chaîne, ça veut dire qu'on va avancer retarder d'une dent. Or, une dent, c'est beaucoup. Donc, on peut légèrement faire tourner le plateau du pignon par rapport à l'arbre de l'arbre à cam. Et par conséquent, on peut affiner le réglage à 6, 12 degrés, etc. Car on va prévoir des trous au blanc sur ce pignon-là qu'on va pouvoir décaler en avance ou en retard pour pouvoir ajuster au mieux le décalage souhaité. Admettons par exemple que l'arbre à cam est décalé avec un retard de 6 degrés. 6 représente un quart de dent de décalage. Donc on ne peut pas le faire avec les dents. Ainsi, vous pouvez essayer simplement, dans un premier temps, de retourner le pignon sur l'arbre à cam et remonter, car les trous de fixation ne sont pas centrés exactement sur un sommet ou une base de dents précise. Voilà, donc il est clair que cette partie une partie difficile à digérer concernant le calage. Ça nécessite pratiquement une journée et c'est pas évident de pouvoir l'assimiler, mais je vous ai donné donc les différentes méthodes qui vont vous permettre justement de parfaire cette opération. Donc je tiens à vous donner d'abord un rendez-vous pour dernier enregistrement concernant les deux systèmes qui restent, à savoir le système de lubrification et le système de refroidissement. D'ici là, donc, je vous souhaite de passer de bons moments et à la prochaine.